Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Café de l'énergie. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'infrastructure, en tout cas à sa maîtrise. On va en discuter avec nos experts. Victor, bonjour. Victor Avette, vous êtes responsable commercial grand compte énergie chez Siemens. Bonjour, tout à fait. Thierry Prève, bonjour Thierry. Bonjour. Vous êtes responsable commercial grand compte énergie chez Siemens également. Et le troisième de Siemens, Guillaume Fauconnier, bonjour. Bonjour. Vous êtes business consultant énergie aussi. Et Greg de Temerman, bonjour Greg. Alors vous n'êtes pas de chez Siemens. Non. Vous êtes physicien et directeur de Zenon Research, un think tank qui fait de la prospective sur les technologies pour le climat. J'en dirai un petit peu plus après. Alors, on va voir comme d'habitude en trois parties. On va regarder un petit peu quel est le contexte de tout ça, voir quels sont les enjeux qui se dégagent en tout cas pour les industriels sur la maîtrise, quant à la maîtrise de leur infrastructure. Et nous verrons dans un dernier temps comment nos amis de chez Siemens accompagnent les acteurs pour réussir effectivement à relever le défi de cette maîtrise. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, si on peut faire, comme je le disais, un petit point sur le contexte, Victor. Alors, dans le milieu de l'énergie spécifiquement, on va dire que la gestion d'infrastructures touche l'ensemble de cycle de vie des installations pour les grands acteurs. Que ce soit dans la partie de l'hydrogène ou du nucléaire ou dans d'autres types d'énergie, on va avoir des problématiques. Je prends l'exemple par exemple du nucléaire, on a des nouveaux projets qui s'enclenchent où on va devoir aller générer, on va dire, l'ensemble d'un business plan solide et consolidé de son installation, avec des calculs de coûts, d'optimisation aussi, parce que les technologies ont évolué. Sur la phase aussi de maintenance, de durée de vie, en France, on est particulièrement impacté par la maintenance du parc nucléaire. On a environ 30 centrales qui sont en cours de fonctionnement sur les 56 du réseau. Et donc, on a un fort enjeu justement dû à ce besoin d'énergie sur la maintenance. Et c'est là justement on va intervenir à l'aide de nos clients avec des outils qui permettent de simuler toute la faisabilité et aussi de gestion planning sur le redémarrage, le séquencement des opérations. Quand on parle d'infrastructure, ça englobe tout, c'est le bâtiment, l'outil de production, de fabrication, les bureaux aussi. Exactement, et même le réseau, j'ai envie de dire ça. On parle beaucoup en France des centrales nucléaires. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on a aussi deux distributeurs qui sont RTE et Enedis et aussi d'autres régies dans certains points détaillés de la France. Et en fait, c'est tout ce réseau qui va être impacté par ce cycle de vie, de conception sur l'implantation de nouvelles lignes, quand on parle de la distribution, mais aussi des aspects de maintenance. Si on reste, Guillaume, sur cette thématique justement de l'énergie, justement, et des réseaux, la question de l'équilibre, tout ça, c'est pas quelque chose, un problème qui se pose? Victor parlait des réseaux. On le sait, cet hiver, on va avoir un enjeu de stabilité du réseau. RTE va avoir à équilibrer la production et les importations avec notre consommation, et d'où cet enjeu de sobriété très important. On a parlé d'électricité, mais on parle aussi des énergies fossiles. A priori, tout le monde s'accorde pour dire que le pic pétrolier, il est soit passé, soit il est dans les 10 ans. Et donc, il va falloir quand même apporter de la chaleur à nos industriels et pouvoir faire rouler nos voitures qui, encore pour quelques années, seront sur des systèmes thermiques. Et donc il va falloir travailler sur des bioénergies, sur de l'hydrogène, sur tout un tas de nouvelles technologies. On a un parc aussi de production qui est existant, nucléaire, hydraulique, des capacités de raffinage, des capacités gazières, et elles sont là. Et tout l'enjeu, ça va être d'étendre leur durée de vie pour continuer à alimenter la société en énergie. Et le dernier point, quand on parle de maîtrise, on a aujourd'hui des cafés chauds, on les a fait couler quand on voulait. Il faut qu'on garde un système électrique qui soit pilotable. Et on ne va pas attendre qu'il y ait un rayon de soleil pour pouvoir faire couler le café. Et donc l'enjeu de maîtrise de l'infrastructure énergétique est très fort ici. Si je peux, si je peux me permettre, en fait, il y a trois enjeux d'infrastructure. Il y a une infrastructure qui doit disparaître, entre guillemets, qui est l'infrastructure fossile. Par exemple, dans 30 ans, normalement, il ne devrait plus y avoir de pompes à essence disponibles. Il y a une infrastructure qui doit se créer, si on veut utiliser l'hydrogène, ou si on veut flexibiliser la demande d'électricité, ou si on veut rajouter des renouvelables, ce qu'on doit faire sur le réseau, il faut modifier l'infrastructure et la développer. Et le troisième enjeu, c'est de maintenir et de transformer l'infrastructure existante. Par exemple, le gros enjeu en France sur l'électricité dans les 30 ans à venir, c'est de reconstruire des centrales nucléaires si on en veut toujours, de développer les moyens de production électrique, et en fait, c'est de garder un système qui est déjà bas carbone en termes d'électricité et de le transformer. Et tout ça, ça demande énormément d'investissement. On estime que c'est entre 70 et 100 milliards d'euros d'investissement par an sur l'infrastructure électrique, sur les 40 prochaines années. Ouais. C'est avant tout maîtriser l'infrastructure, c'est comprendre comment ça marche. Et c'est surtout, avant tout, se donner l'opportunité de mettre en route un processus de remise en cause continue
de réorganisation continue en termes de performance, en termes de sécurité, afin d'atteindre l'espoir d'énergie verte qu'on a tous aujourd'hui. Maîtriser l'infrastructure, ça peut aussi revenir à la rendre un peu agile finalement, parce qu'il faut qu'elle évolue, il faut qu'elle s'adapte effectivement à tous ces changements, toutes ces crises qui surviennent. Et aujourd'hui, on avait des infrastructures qui étaient plutôt figées finalement dans leur conception. Il y a ça aussi maintenant qui entre en ligne de compte. Les enjeux du coup qui sortent de tout ça pour vous, Guillaume, justement, pour réussir à rentrer dans cette notion de maîtrise. Il y en a un premier, c'est considérant ce que l'on a, c'est essayer de faire plus avec moins. Et donc quand on rentre dans cette logique, on va considérer des capacités actuelles et on va essayer de les faire travailler au maximum pour en tirer le maximum. Ça, c'est d'un point de vue technique. Ensuite, ce qu'on a réussi à produire, l'enjeu, c'est de savoir le restituer au bon moment, quand on en a besoin, et là où il a le plus de valeur, que ce soit sous l'angle économique ou sous l'angle carbone. L'idée, c'est de savoir emmener les deux dans le même sens. Pour piloter des installations, de plus en plus, on fait appel à des systèmes d'IoT qui sont de l'instrumentation répartie sur un site industriel. Et pour bien valoriser cette donnée issue de l'IoT, il faut savoir la contextualiser et la remettre à disposition de manière intelligible à la bonne personne. Et on développe même des jumeaux numériques qu'on appelle des jumeaux numériques exécutables qui outillent les processus de décision sur des enjeux extrêmement complexes où l'instrumentation ne peut plus donner l'information nécessaire. Et on remet un peu au goût du jour le Van Rohe du less is more maintenant, mais au profit du modèle économique de l'industrie. Thierry, peut-être pour compléter ce que vient de dire Guillaume. Très bien. J'ajouterais que les outils de simulation sont vraiment une clé pour pouvoir identifier et faire vivre l'ensemble de ce jumeau numérique afin de comprendre comment ça fonctionne, comprendre comment ça fonctionne mal et comment remédier au sujet, bénéficier aussi en phase de production de l'ensemble de l'information qui est issue de la production d'hier afin d'anticiper la production et d'améliorer la production de demain. Et le jumeau numérique aujourd'hui est le cœur de l'ensemble de cette simulation-là. Et non seulement un jumeau numérique qui est au cœur de cette simulation, mais un jumeau numérique qui va être holistique et prédictif, donc qui va coller au plus proche de la réalité. Alors un jumeau numérique, une centrale nucléaire, ça veut tout et rien dire à la fois, ça dépend de la granularité d'informations qu'on veut mettre à l'intérieur. L'idée, c'est d'avoir un ensemble, un sous-ensemble, on va dire avec une approche système, et à certains points du maillage, des aspects précis. Et en fait, on ne peut plus se contenter sur certains états du réseau d'attendre par exemple une inspection décennale pour aller voir par exemple l'état du réacteur. Quand vous dites ça veut tout et rien dire, c'est pour comprendre, c'est que le jumeau numérique d'une centrale nucléaire, ça dépend quel process de la centrale on a numérisé. Voilà, quel process et également quelle représentation on veut en faire. L'idée, c'est pas forcément de reconstituer dans les moindres détails, par exemple, tous les composants, mais plus d'essayer d'avoir une vision macro quand on en a besoin du comportement de la centrale nucléaire, par exemple à une échelle du circuit primaire ou du cœur du réacteur, ou même sur certains aspects bien ciblés qu'on peut appeler des endroits un peu plus critiques. Et en fait, justement, l'adoption en termes de simulation va permettre de vérifier sur l'ensemble du temps, pas tous les 10 ans, mais l'état, les phénomènes physiques qui se passent à l'intérieur de ce réacteur. Et donc c'est ce qui est important justement, c'est cette adoption-là vise justement à davantage d'efficience, on va dire, dans ce domaine-là et de maîtrise de son infrastructure dès la partie de la conception sur les nouveaux projets, comme on a avec le réacteur modulaire par exemple. C'est un peu ce qu'on appelle la démarche d'évolution continue. Greg, vous vouliez réagir sur ce que disait Victor? Oui, je pense que ce qui est extrêmement important dans ce qui est dit là, c'est que c'est la puissance de calcul qu'on a à notre disposition et dont on ne se rend pas toujours compte, mais la puissance de calcul des processeurs augmente d'un facteur 2 à peu près tous les 2 ans depuis 50 ans, et donc n'importe quelle personne ayant une montre connectée maintenant a à sa disposition plus de puissance de calcul que la NASA quand elle est allée sur la Lune. On a la loi de Moore, effectivement, qui vient régir un petit peu tout ça. Voilà, et donc ça implique que toutes ces choses-là n'étaient pas forcément possibles il y a 10, 15, 20 ans. On le voit par exemple dans le domaine sur lequel je travaille en physique ou même sur le climat, on est capable de faire des choses ou des simulations qu'on n'a jamais été capable de faire avant, et donc ça peut s'appliquer dans tous les process et ça diminue le nombre de prototypes physiques dont on peut avoir besoin, et c'est vraiment important de se souvenir que des choses comme ça il y a 20 ans étaient probablement inimaginables.
Du coup, on a oublié de vous représenter un petit peu, Greg, ce que vous faites. On a parlé de think tank et de vous êtes physicien, mais... Oui, je suis physicien, donc ce que je fais avec Xenon, c'est justement de faire de la prospective technologique, de regarder les technologies de rupture dont on a besoin pour baisser les émissions de carbone et pour capturer du CO2. Et donc c'est un domaine où tout ça joue énormément, puisqu'on est capable de prédire beaucoup mieux ce qui va se passer dans les années à venir. Même au niveau du climat, on a des prédictions qui sont assez fines de ce qui peut se passer, ce qui nous permet de développer des technologies pour améliorer les choses. Donc vous êtes un peu force de proposition on est plutôt force d'analyse, on regarde le marché, on aide les gens à comprendre ce qui se passe, parce que dans le domaine des technologies, il se passe énormément de choses et c'est extrêmement difficile de suivre ce qui est en train de se passer et de choisir les winners, entre guillemets, les technologies les plus prometteuses. D'accord. Bon, merci Greg pour cette précision. On arrive à la fin de ce café, mais du coup, ce qu'on veut savoir, c'est vous, chez Siemens, comment vous accompagnez donc, les industriels sur cette question de la maîtrise. Vous avez parlé de jumeaux numériques, hein, ça on voit à peu près du coup de quoi il en retourne vaguement, mais si on peut être un petit peu plus précis, Victor. Avant tout, Siemens, on est effectivement un industriel, c'est-à-dire qu'on a nos propres usines, on a 175 ans d'expérience dans le monde industriel, on a commencé par l'électrification des usines, et justement, en fait, ces jumeaux numériques, on va s'en servir pour avoir une adoption, on va dire, précise et fidèle de ce qui se passe dans le monde réel. Donc on va aller injecter de la donnée, on va avoir une représentation de notre produit ou de notre sous-système, et on va être en mesure de le faire vieillir et donc d'enclencher un certain nombre d'actions, dont des actions préventives qu'on voit par exemple dans la maintenance actuellement des infrastructures actuelles. Guillaume, peut-être pour compléter ce que Moi, vous dire, effectivement, ce que je voulais rajouter sur ces solutions que l'on propose sur le jumeau numérique, c'est que dans la notion d'optimisation énergétique, on va le voir sous l'angle de la simulation système, être capable très rapidement de simplifier et de comprendre un système extrêmement complexe en simplifiant la physique. Néanmoins, simplifier la physique, ça ne veut pas dire la mettre de côté, ça veut dire savoir la ressortir au bon moment. Et on va avoir besoin de la ressortir peut-être à des moments de maintenance, regarder des usures prématurées, comprendre de la fatigue de matériaux. C'est pour ça que vous parliez d'IoT. Effectivement, parce que il faut savoir l'observer finalement. Il faut l'observer, l'interpréter, utiliser des modèles pour mesurer des choses qu'on ne peut pas mesurer, qu'on ne voit pas. Réduire une température, si on ne la connaît pas, effectivement, ça va être compliqué. Ouais, et pouvoir gagner du temps dans ce que l'on a à faire tous les jours, notamment du virtual commissioning, c'est savoir préparer des opérations de mise en route sans avoir l'installation physique. On peut tout faire virtuellement, gagner du temps et être sûr que quand on tourne la clé, ça fonctionne bien. Merci Guillaume. Thierry, je confirme. Vous avez le mot de la fin, Thierry. J'ai le mot de la fin, je confirme, et pour le mot de la fin, je donnerai un exemple, une expérience que j'ai partagée avec un client turbinier qui utilisait ce jumeau numérique et l'ensemble des outils de simulation et de compréhension des systèmes afin d'optimiser le temps de ses collaborateurs, optimiser ses coûts, parce que la simulation du moins l'engagement du turbinier, c'est de s'engager en performance vis-à-vis de ses clients et d'être force de proposition vis-à-vis de ses clients. Et les solutions que nous avons mises en place chez ce turbinier lui permettaient de n'envoyer sur site pour faire du rétrofit ou de la réparation de turbines ses collaborateurs que 3 semaines, au lieu auparavant, avant le système mis en place, de les envoyer 6 mois sur site. Effectivement, bon, on peut parler de gain de temps là. Eh bien, merci beaucoup à tous les quatre. Voilà, on arrive à la fin de ce café de l'énergie. Merci de nous avoir éclairé sur ce sujet effectivement passionnant de la maîtrise de l'infrastructure. On espère que ça vous aura apporté des éléments d'information. On vous remercie toutes et tous de nous avoir suivis et on vous dit à très bientôt.